Le vent salé de la Méditerranée s'infiltrait par les fissures des volets métalliques du Target. Ce grand supermarché anonyme de Barcelone où les rêves des expatriés français se noyaient dans l'odeur de plastique et de regret. Émilie. La caissière de nuit aux mains tachées d'encre des tickets oubliés. Leva les yeux vers l'horloge qui sonnait minuit. Et son cœur se serra comme une éponge usée. Soudain, un sanglot étouffé brisa le silence des allées vides. Venant de la section des vins bon marché. Où une femme inconnue, Mathilde, s'effondrait contre les étagères. Un panier vide à ses pieds. Murmurant, tout est fini. Et je n'ai même pas eu le courage de le dire. Émilie hésita un instant. Son badge bonjour. Je m'appelle Émilie, pendant mollement à son tablier bleu marine. Mais quelque chose dans ce cri primal. Ce mélange de désespoir et de beauté brute. La poussa à avancer. La boutique était déserte. Les néons bourdonnant comme des insectes fatigués. Et dehors, les rues de Gracia bruissaient encore des rires tardifs des Catalans. Mathilde releva la tête. Ses yeux bleus gonflés de larmes. Encadrés par des mèches blondes échevelées qui dansaient comme des flammes affaiblies. Elle avait une trentaine d'années. Peut-être 32. Avec cette élégance parisienne fanée par l'exil, un chemisier en lin froissé. Une jupe crayon noir qui soulignait ses hanches généreuses. Et des escarpins usés qui trahissaient des heures de marche solitaire dans la ville. Madame. Le magasin ferme dans 5 minutes. Murmura Émilie d'une voix qu'elle voulait ferme. Mais qui trahissait déjà une compassion inattendue. Elle avait 28 ans. Originaire de Lyon. Venue à Barcelone pour retrouver sa voie, après une rupture qui l'avait laissée avec un cœur en miettes et un appartement minuscule près de la Sagrada Familia. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon négligé. Ses yeux verts pétillaient d'une curiosité qu'elle réprimait sous des couches de routine. Mathilde essuya ses joues d'un revers de main tremblant, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses lèvres. Allez-y. Fermez. Je ne suis rien qu'une ombre ici. Ma vie. Elle s'est évaporée comme un mirage andalou. Ces mots, prononcés avec un accent français pur, parisien jusqu'à la moelle, frappèrent Émilie comme une gifle douce. Elle s'approcha, ramassant le panier abandonné, et sans réfléchir, posa une main sur l'épaule de l'inconnu. La peau de Mathilde était chaude, fiévreuse. Et ce contact fugace envoya une décharge électrique le long du bras d'Émilie, un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Depuis cette nuit pluvieuse à Lyon où son ex-amante l'avait quittée pour un homme aux promesses creuses. Asseyez-vous une minute. Je vais vous offrir un café de la machine. Les portes ne se ferment pas tout de suite. Mathilde obéit. S'affaissant sur un tabouret de caisse. Ses épaules voûtées comme un saule pleureur. Émilie actionna la machine infernale qui crachait un breuvage tiède et amer. Et revint avec 2 gobelets fumants. Elles burent en silence d'abord. Le regard perdu dans les motifs des carreaux ternis du sol. Puis, comme un barrage qui cède, Mathilde parla. Elle était professeure de littérature à la Sorbonne. Venue à Barcelone pour un semestre d'échange. Fuyant un mariage arrangé avec un galeriste plus intéressé par l'étoile que par son âme. Mais hier soir, dans leur appartement du quartier gothique, son mari ou plutôt, son presque mari l'avait surprise avec une autre femme. Une muse aux courbes de Rubens. Et les mots avaient fusé comme des éclats de verre. Tu n'es qu'une relique victorienne? Mathilde. Pars. Émilie écoutait. Captivée. Ses doigts serrant le gobelet jusqu'à ce que le plastique craque. Elle connaissait ce poison de la trahison. Ce goût âcre qui imprègne les veines. Moi aussi. J'ai fui Lyon pour ça.
Une femme qui s'appelait Claire. Elle m'a dit que j'étais trop entière. Trop lyrique pour son monde pragmatique. Un rire amer échappa à Mathilde. Et pour la première fois, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur complice. Lyrique, c'est le plus beau compliment que l'on m'ait fait depuis des lustres. Moi, je suis une romantique ratée. Émilie. Et vous? Le vous glissa en tu sans effort. Comme si les mots français, ces traîtres sentimentaux, les avaient déjà liés. Elles parlèrent jusqu'à ce que l'horloge sonne 1 heure du matin. Les voix se mêlant aux échos des camions de livraison qui grondaient au loin. Émilie raconta ses rêves d'écriture des nouvelles inspirées de Colette. Qu'elle griffonnait sur des tickets de caisse et Mathilde, émue, lui confia ses poèmes inavoués. Des vers sur l'amour interdit qui la hantait depuis l'adolescence. Quand Émilie abaissa enfin les volets, le bruit métallique résonna comme un point final provisoire. Mais dehors, sous les lampadaires orangés de la Rambla de Catalunya, Mathilde hésita. Et si on continuait cette conversation? Chez moi, c'est le chaos. Mais il y a du vin et des vues sur la mer. Émilie accepta, le cœur battant la chamade, ignorant que cette nuit marquerait le début d'une tempête plus belle que destructrice. Elles marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant par accident ou pas. Et l'air tiède de Barcelone, chargé d'odeurs de jasmin et de paella, semblait conspirer pour les rapprocher. L'appartement de Mathilde, niché dans un immeuble haussmannien reconverti, était un havre de désordre charmant, livres empilés comme des tours de Babel, toiles inachevées, et une bouteille de Rioja ouverte sur la table basse. Elles s'assirent sur le balcon minuscule, les jambes pendantes vers la nuit. Et le vin coula comme un fleuve rouge, emportant les barrières. C'est là, sous un ciel étoilé piqueté de lumière de la ville, que leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois. Un baiser hésitant, né d'un silence trop chargé, puis vorace, comme si elle rattrapait des années de solitude en une seule étreinte. Les mains d'Émilie glissèrent dans les cheveux de Mathilde, défaisant le chignon imaginaire pour libérer des boucles folles. Tandis que Mathilde, audacieuse, traça des lignes de feu sur la nuque d'Émilie. C'est fou, murmura-t-elle contre sa peau. Je te connais à peine. Et pourtant. Émilie rit doucement. Un rire de gorge profonde. Lyrique. La vie est un roman raté. Mathilde. Mais ce chapitre-là, il commence bien. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions volées. Émilie, libérée de ses shifts de nuit, rejoignait Mathilde après ses cours à l'université de Barcelone, où elle enseignait Baudelaire aux étudiants catalans ébahis. Elle flânait dans le parc Güell, où les mosaïques de Gaudí semblaient refléter la mosaïque de leur cœur entrelacé. Émilie, la rêveuse pragmatique, et Mathilde, l'intellectuelle passionnée. Elle partageait des dîners improvisés paella aux fruits de mer achetés au marché de la Boqueria, arrosés de cava. Et la nuit, dans le lit défait de Mathilde, leur corps s'explorait avec une tendresse qui frôlait la dévotion. Émilie apprit à Mathilde les secrets des ruelles de Gracia, ces coins oubliés où les artistes français exilés avaient autrefois peint leurs tourments. Mathilde, en retour, lui lisait des extraits de Proust sous la douche, l'eau cascadant comme des larmes joyeuses. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Le mari de Mathilde, Antoine, n'avait pas disparu. Il bombardait son téléphone de messages, des excuses larmoyantes, des promesses de thérapie. Et Mathilde,
déchirés. Les effacer un à un. Mais pas sans un pincement au cœur. Émilie le sentait. Ces silences qui s'allongeaient comme des couteaux. Un soir, après une représentation de flamenco au Tablao Cordobés, où les guitares avaient pleuré pour elle, Émilie confronta doucement: « Il te hante encore, n'est-ce pas ?» Mathilde détourna le regard vers les lumières de la fontaine de Montjuic. « C'est comme un fantôme, Émilie. Mais toi, tu es réelle. Tu es ma lumière. » Leur amour s'approfondit. Humaniste dans sa quête de vérité. Émilie, inspirée, commença à écrire une nouvelle, Les ombres de la Rambla, où deux amantes défiaient les conventions comme des héroïnes de George Sand. Mathilde la lisait à voix haute, sa voix modulée comme une mélodie de Debussy, et elle riait des maladresses, pleurait des beautés. Mais le destin, ce farceur cruel, préparait son coup. Une lettre arriva un matin. Cacheté de Paris, Antoine, feignant l'ignorance de sa liaison, proposait une réconciliation publique, un voyage en Provence pour sauver leur avenir. Mathilde la brûla dans l'évier, mais les cendres noircirent ses doigts comme un présage. Les semaines s'écoulèrent en un kaléidoscope de moments volés. Mais la fissure, une fois ouverte, s'élargissait inexorablement. Émilie rentrait de son travail au Target, les pieds lourds de la fatigue des caisses interminables, pour trouver Mathilde penchée sur son ordinateur, relisant des emails d'Antoine avec une expression de tourment qui la rongeait de l'intérieur. « Il dit qu'il change », murmurait-elle parfois, les yeux dans le vague. « Qu'il a vu un thérapeute, qu'il comprend maintenant mon besoin de liberté. » Émilie serrait les dents, retenant les mots acides qui montaient comme de la bile. Elle n'était pas jalouse, pas encore, mais blessée par cette hésitation qui minait leur sanctuaire. Un après-midi ensoleillé, elles décidèrent de s'échapper vers la Costa Brava, louant une vieille Citroën cabriolet pour une virée romantique le long de la côte escarpée. Le vent fouettait leurs cheveux tandis qu'Émilie conduisait, Mathilde chantonnant des airs de Édith Piaf, La vie en rose. Ironiquement. Elles s'arrêtèrent à Tossa de Mar, escaladant les remparts médiévaux pour un pique-nique improvisé, fromage de chèvre catalan, olives marinées, et une bouteille de Priorat qui les enivra doucement. Assises sur les pierres chaudes, dominant la mer turquoise, Mathilde confia enfin son secret le plus lourd. Enfant, à Paris, elle avait aimé une camarade de classe, une brune aux yeux de biche nommée Sophie. Mais la peur du scandale familial l'avait forcée à enterrer ce sentiment. « J'ai épousé Antoine pour fuir ça, » avoua-t-elle, la voix brisée par le sel marin. « Et maintenant, avec toi, c'est comme si je renaissais, mais avec toutes les cicatrices. » Émilie l'embrassa alors. Un baiser salé par les embruns, profond comme les abysses de la Méditerranée. Les cicatrices font la beauté. Mathilde. Regarde-moi, je suis un patchwork de Lyon et de Barcelone, de ruptures et de rêves inachevés. Ensemble, on brode un nouveau tissu. Ce jour-là, sur les remparts, elles firent l'amour pour la première fois en plein air. Cachés par les pins parasols, leur corps fusionnant avec la terre rude et le ciel infini. C'était un acte de rébellion poétique. Un hymne à l'amour lesbien qui défiait les normes patriarcales. Imprégné de cette sensualité française qui transforme l'érotisme en art. De retour à Barcelone, leur bulle éclata. Antoine débarqua sans prévenir. Un soir de pluie torrentielle.
sonnant à la porte de l'appartement comme un importun des enfers. Mathilde, pâle comme un spectre, le fit entrer par pitié ou par faiblesse. Émilie, arrivée plus tôt du travail, se cacha dans la chambre, le cœur cognant contre les murs minces. Elle entendit les voix, celles d'Antoine, suave et manipulatrice, peignant un tableau idyllique de leur futur des vignes provençales, des enfants adoptés, une vie normale. Et Mathilde, vacillante, qui répondait par des murmures, je ne sais plus. Antoine. J'ai changé ici. En Espagne. La trahison frappa Émilie comme un coup de poignard invisible. Elle surgit de la chambre, trempée de sueur froide, ses yeux verts flamboyants de rage contenue. Sors d'ici, hurla-t-elle à Antoine, qui se tourna. Surpris. Son visage de bourgeois parisien déformé par la confusion. Tu n'as rien à faire dans notre maison. Le nôtre résonna comme un défi. Et Antoine, reprenant son masque de civilisé, ricana doucement. Ah! La petite caissière. Mathilde m'a parlé de toi. Un flirt exotique? Rien de plus. Elle reviendra? Comme toujours. Les femmes comme elles ont besoin d'un ancrage? Pas d'une aventure. Mathilde se figea. Déchirée entre les deux. Ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. Émilie. Attends. Mais Émilie, blessée dans son âme d'artiste raté, claqua la porte derrière elle, s'enfuyant dans la nuit barcelonaise. La pluie lavant ses larmes comme un baptême cruel. Elle erra des heures, passant par le quartier gothique aux ruelles labyrinthiques, où les graffitis hurlaient des poèmes anarchistes. Son téléphone vibrait des messages de Mathilde. Suppliant, pardonne-moi. C'est toi que j'aime. Viens. Mais la douleur était trop vive. Un feu qui consumait sa confiance naissante. Le lendemain, au Target, Émilie travaillait comme un automate, scannant des produits sans les voir, son esprit hanté par des visions de Mathilde dans les bras d'Antoine. C'est alors que le conflit s'envenima, une cliente. Une expatriée française aux airs de commère murmura à voix haute, j'ai vu cette prof de la fac avec son mari hier soir. Au restaurant elle s'empagnait. Ils avaient l'air si amoureux. Pauvre fille. La caissière. Si elle savait. Émilie sentit le monde basculer. Était-ce la trahison ultime? Mathilde avait-elle cédé? Feignant l'amour retrouvé pour apaiser les apparences? Elle quitta le travail en avance, fonçant vers l'université. Là, dans l'amphithéâtre désert, elle trouva Mathilde, entourée d'étudiants, récitant les fleurs du mal avec une passion feinte. Après le cours, Émilie l'attira dans un couloir sombre, les murs tapissés de posters de Picasso. Dis-moi la vérité. Mathilde. Es-tu retournée vers lui? Mathilde, les yeux emplis de désespoir, secoua la tête vigoureusement. Non. C'était une mise en scène? Pour le décourager. Il refuse le divorce? Émilie. Il menace de ruiner ma carrière? De tout dire à Paris. Mais je t'aime. Toi. Seulement toi. Elles s'embrassèrent là. Dans l'ombre. Un baiser désespéré. Mais Émilie recula. Le doute planté comme une épine. Les jours suivants furent un purgatoire émotionnel. Émilie s'enferma dans son appartement, écrivant frénétiquement sa nouvelle.
où l'héroïne trahissait son amante pour un fantôme du passé. Mathilde, de son côté, affronta Antoine lors d'une confrontation explosive au café de la Plaza Royale, sous les yeux indifférents des pigeons. C'est fini. Antoine. Je t'ai aimé comme un frère, mais jamais comme un amant. Pars. Et emporte tes illusions. Il partit. Furieux. Jurant vengeance, et la vengeance vint sous forme d'une lettre anonyme à l'université, accusant Mathilde d'immoralité, signée d'une main tremblante. Le scandale éclata, murmure dans les couloirs. Regard en coin des collègues. Mathilde, brisée, se réfugia chez Émilie, pleurant sur son épaule jusqu'à l'aube. J'ai tout perdu pour toi, murmura-t-elle. Ma réputation, mon poste peut-être. Mais je ne regrette rien. Émilie, touchée par cette vulnérabilité, la serra contre elle, sentant les battements de leur cœur se synchroniser comme une valse de Ravel. Alors, reconstruisons ensemble. Pas en France, pas en Espagne. Quelque part où l'amour n'est pas un crime. Mais le doute persistait. Un ver qui rongeait leur idylle. Émilie, hantée par les mots d'Antoine, commença à surveiller les réseaux sociaux de Mathilde, cherchant des signes de faiblesse. Et un soir, elle trouva une photo, Mathilde et Antoine, souriant, lors d'un dîner d'adieu qu'elle avait omis de mentionner. La jalousie explosa en un orage intérieur. Émilie quitta l'appartement sans un mot, marchant jusqu'au port olympique, où les yachts dansaient sur les vagues, moqueurs de sa solitude. La rupture fut un silence assourdissant, plus cruel que les cris. Émilie ne répondait plus aux appels, bloquant le numéro de Mathilde comme on verrouille une porte sur un passé trop lourd. Elle reprit ses shifts doubles au Target, trouvant un étrange réconfort dans la monotonie des bips de caisse, le va-et-vient anonyme des clients qui ignoraient ses tourments. Barcelone, autrefois complice, se muait en ennemi, les mosaïques de Gaudí semblaient se moquer d'elle. Les fontaines de la Plaça Catalunya chantaient des sérénades ironiques. Elle écrivit des pages et des pages, sa nouvelle devenant un roman fragmenté, où l'amour lesbien était une fleur fragile écrasée sous le talon des conventions. Mathilde, de son côté, sombra dans une mélancolie baudelairienne. L'université la suspendit temporairement, le scandale alimenté par les ragots d'Antoine la transformant en paria. Elle errait dans les Ramblas, achetant des roses fanées aux fleuristes gitans, les offrant à des statues immobiles comme si elles pouvaient absorber sa douleur. Un soir, ivre de sangria solitaire au bar Elborn, elle composa un poème, Ton absence est un océan sans rivage. Émilie. Où je me noie en appelant ton nom. Elle l'envoya par pigeon voyageur imaginaire. Un email effacé sans lecture. Le destin, ce tisseur capricieux, intervint lors d'une nuit de tempête. Émilie, seule dans son appartement, fut réveillée par des coups frénétiques à la porte. C'était Mathilde, trempée jusqu'aux os, ses cheveux blonds collés comme des algues, ses yeux bleus suppliants sous la pluie battante. Laisse-moi entrer. Je t'en prie. Juste pour expliquer. Émilie, le cœur déchiré, céda, enveloppant son amante égarée dans une couverture usée. Assise sur le sol de la cuisine minuscule, buvant un thé brûlant, la vérité jaillit comme un geyser. Le dîner avec Antoine. C'était un piège, avoua Mathilde, la voix hachée par les sanglots.
Il m'a forcé à y aller, menaçant de publier nos lettres intimes, celles que j'ai écrites à Sophie. Autrefois. Qui l'a trouvé. C'était pour obtenir ma signature sur les papiers de divorce. Il a tout filmé. Pour me discréditer si je parlais. Mais je n'ai rien mangé. Rien dit d'autre que pas Dieu. Émilie. Écoutant. Sentit la glace fondre autour de son cœur. Et la photo? Mathilde rit amèrement. Photoshopée. Ma chérie. Il est galeriste. Souviens-toi. Un maître des illusions. Le pardon vint lentement. Comme une aube hésitante. Elles passèrent la nuit à parler. À se toucher du bout des doigts. Redécouvrant la carte de leur corps comme des exploratrices. Au matin. La tempête apaisée. Elles marchèrent jusqu'à la plage de la Barceloneta. Pieds nus dans le sable mouillé. La mer léchant leurs chevilles comme une amante repentie. Là. Sous un ciel laiteux. Émilie lut un extrait de sa nouvelle à Mathilde, dans les plis de la trahison. L'amour trouve sa plus belle forme non pas lisse et parfaite, mais rugueuse, humaine, éternelle. Mathilde pleura, et leurs larmes se mêlèrent aux celles de l'océan. Mais le vrai eau de la vague approchait. Antoine, refusant la défaite, orchestra sa vengeance ultime, une confrontation publique lors d'une soirée littéraire au Athénée barcelonais, où Mathilde était invitée à lire ses poèmes malgré le scandale. Il s'y présenta, escorté d'un avocat, accusant Mathilde de bigamie et d'adultère devant une salle bondée d'intellectuels catalans et français. Elle est à moi, tonna-t-il, brandissant des faux documents. Cette liaison avec la caissière n'est qu'une farce exotique. Les murmures enflèrent. Les regards piquants comme des aiguilles. Émilie, présente en spectatrice anonyme, ne put se taire. Elle se leva. Sa voix tremblante mais claire résonnant dans la salle au plafond voûté. Non. Mathilde est libre. Libre de choisir l'amour vrai. Pas une cage dorée parisienne. Et si l'adultère est un crime? Alors le vôtre, celui de l'âme piégée, est 1000 fois pire. La salle retint son souffle. Puis applaudit. Un tonnerre d'approbation humaniste qui balaya les mensonges. Antoine, blême, quitta la pièce, traîné par son propre orgueil brisé. Ce soir-là fut le climax de leur odyssée. Dans les coulisses du théâtre, Mathilde et Émilie s'enlacèrent, leur corps secoués de rires nerveux et de baisers fiévreux. Tu m'as sauvé? Murmura Mathilde. Pas seulement ce soir, mais tous les jours depuis cette nuit au Target. Émilie, les yeux brillants, répondit, nous nous sauvons mutuellement. C'est ça. L'amour, un sauvetage réciproque. Sans héros ni victime. Pourtant, la paix fut éphémère. Les semaines suivantes apportèrent des échos, l'université réintégra Mathilde. Mais avec une surveillance accrue, Émilie, promue superviseuse au Target, se vit confrontée à des ragots de collègues. Et au fond d'elle, la peur persistait, peur que l'Espagne, malgré sa tolérance flamboyante, ne soit qu'un exil temporaire, que Paris appelle Mathilde comme un amant jaloux. Un jour, une lettre arriva d'un éditeur lyonnais, l'intérêt pour la nouvelle d'Émilie. Les ombres de la Rambla. Avec une proposition de publication. Joie immense. Mais teintée d'angoisse. Et si on rentrait en France? Proposa Émilie. Lors d'une promenade au parc de la Ciutadella, où les pans déployaient leur queue comme des éventails de Van Gogh. Ensemble. À Lyon ou Paris. Mathilde hésita.
sont passés comme un boulet. Et si on fuyait plus loin? Vers le sud? En Andalousie? Ou même au Maroc? Comme des bohémiennes modernes? Le conflit intérieur culmina lors d'une nuit d'insomnie, où Mathilde confessa son plus grand secret, enceinte d'Antoine. Des mois avant la rupture, mais ayant choisi l'avortement en silence, par peur de lier son corps à un amour mort. Je ne voulais pas d'enfant de la cage, expliqua-t-elle, les larmes coulant. Mais avec toi. Peut-être un jour. Émilie, abasourdie, l'étreignit avec une tendresse infinie. Pas de regret, ma lyrique. Seulement l'avenir, brodé de nos mains. L'aube d'une décision se leva sur Barcelone comme un voile de brume levantine. Émilie et Mathilde, après des nuits de débats passionnés nourris de vin et de caresses, optèrent pour un compromis humaniste, rester en Espagne, mais transformer leur amour en acte créatif. Mathilde démissionna de l'université, acceptant un poste freelance de critique littéraire pour une revue parisienne, tandis qu'Émilie, dopée par son contrat d'édition, quitta le Target pour se consacrer à l'écriture. Elles louèrent une petite maison à Sitges, cette perle gay-friendly de la Costa Dorada, où les vagues chantaient des berceuses lesbiennes et les couchers de soleil peignaient d'étoiles impressionnistes. Leur vie nouvelle fut un roman vivant, imprégné de cet romantisme français qui élève le quotidien au sublime. Le matin, Mathilde rédigeait des essais sur Marguerite Yourcenar, sa plume dansant sur le papier comme une danseuse de cancan. Émilie, voisine de table, peaufinait son roman, intégrant des chapitres inspirés de leur Odyssée, la trahison d'Antoine comme un vilain de Balzac, leur rédemption comme un quatuor de Beethoven. Les après-midi étaient pour les promenades, main dans la main le long de la promenade maritime, ignorant les regards curieux, affirmant leur amour comme un manifeste. Les soirs, elles cuisinaient ensemble ratatouille provençale twistée au chorizo catalan. Et leurs nuits étaient des symphonies de peau et de murmures, où le plaisir se mêlait à la poésie. Pourtant, les ombres ne s'effaçaient pas entièrement. Antoine, depuis Paris, envoya une dernière salve, un chèque de réparation, accompagné d'une lettre laconique: garde ton illusion, Mathilde. Mais souviens-toi, l'amour vrai est rare. Et tu l'as fui. Mathilde le déchira, le jetant au vent depuis le balcon de Sitges, où les mouettes en rirent. Émilie, plus pragmatique, contacta un avocat pour clore définitivement le divorce, transformant la douleur en formalité administrative. Et un jour, miracle inattendu, Mathilde apprit sa grossesse cette fois. Désirée, fruit d'un amour libre. Notre enfant, dit-elle à Émilie, les yeux rayonnants. Un petit être lyrique, né de la mer et des mots. La nouvelle les unit plus profondément. Un lien viscéral qui transcenda les conflits passés. Émilie, touchée par cette vulnérabilité partagée, écrivit un épilogue à son roman, Dans les portes fermées de nos cœurs. Nous avons trouvé une ouverture vers l'infini. L'amour, ce dernier client de la nuit, ne ferme jamais vraiment. Le livre sortit en librairie française, acclamé pour sa sensibilité lesbienne et son humanisme poignant, dédicated aux âmes errantes de Barcelone. Le climax final survint lors d'une lecture publique à la foire du livre de Francfort, un voyage triomphal. Devant une salle comble, Émilie lut l'extrait de leur rencontre au Target, sa voix chevrotante d'émotion. Mathilde, enceinte de 5 mois, la rejoignit sur scène, et sous les applaudissements, elles s'embrassèrent, un baiser public,
Audacieux, qui fit taire les sceptiques et inspira les cœurs brisés. Antoine, apprenant la nouvelle par la presse, s'effaça définitivement. Son orgueil vaincu par leur résilience. La fin de leur histoire n'était pas une clôture, mais une ouverture. À Sitges, sous un ciel méditerranéen éternellement bleu, elles élevèrent leur fille, nommée Colette, un hommage à l'écrivaine rebelle. Émilie devint une auteure reconnue. Ses nouvelles traduites en catalan, Mathilde, une mentor pour jeunes lesbiennes exilées, enseignant que l'amour est un acte de courage. Leur romance, née d'une nuit de désespoir au supermarché, s'épanouit en un humanisme profond, preuve que, même dans la trahison et la tempête, l'amour trouve son chemin, comme un vin français qui mûrit en terre espagnole. Et parfois, au crépuscule, sur la plage déserte, elle s'enlaçait, revivant ce moment cassé à Ch'tine où tout avait commencé non pas avec des portes fermées, mais avec un cœur ouvert. Car dans leur monde, l'inattendu n'était plus une menace, mais une promesse.